Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré aux REPAT. Les REPAT, c'est le terme qui désigne les femmes et les hommes de la diaspora africaine qui décident de retourner sur le continent. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ou à envisager le choix du retour. Près de 71% des membres de la diaspora africaine dans le monde envisagent de repartir travailler en Afrique. Autre chiffre, ils sont 56% à privilégier un retour dans leur pays d'origine, tandis que 15% sont ouverts à des opportunités sur tout le continent. Alors, quelles sont les motivations de ces REPAT? Quels sont leurs profils? Quels sont les défis auxquels ils font face? Au sommaire ce soir, enquête sur le phénomène des REPAT en Côte d'Ivoire, la croissance économique du pays, ses opportunités en termes de business, mais aussi son atmosphère chaleureuse, pousse de plus en plus d'Ivoiriens vivant à l'étranger à revenir au pays. Revenir non pas pour faire de la figuration, vous allez le voir, mais pour monter des entreprises dans des secteurs très différents, avec le sentiment qu'en Côte d'Ivoire, tout ou presque est possible. Puis nous partirons à la rencontre d'une REPAT engagée, Awa Sila Soumaoro. Awa dirige les soins infirmiers et obstétricaux de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Après 24 ans passés en France, elle est rentrée dans son pays natal pour soigner. Un retour qui n'a pas été évident. Il a fallu trouver sa place. Nous vous plongerons dans son quotidien riche en émotions. On estime aujourd'hui la diaspora ivoirienne à 1,2 million de personnes. Cette diaspora générerait chaque année près de 180 milliards de francs CFA de flux financiers et réaliserait environ 10 milliards de francs CFA d'investissement direct. Une diaspora dont de nombreux membres font aujourd'hui le choix de rentrer au pays, rentrer avec la ferme intention de monter des business. Il s'agit là du premier facteur de motivation pour un retour pour 62% des membres de la diaspora. REPAT, le retour au pays d'origine. Un reportage de Yao Sansan, Ghislaine Mendonça et Oscar Noël Sangan. Vous n'êtes pas dans une fête branchée à Miami, mais dans une soirée 100% made in Abidjan. Son nom, la Sunday. Cet événement se tient un dimanche par mois dans différents lieux de la capitale. Ce soir-là, c'est la fondation Donvaï qui accueille les festivités. Les participants sont des anonymes, mais aussi des célébrités. À l'origine de la Sunday, Aziz, 30 ans, ivoirien. Après 9 ans passés en France, où il occupe un poste confortable dans une organisation internationale, Aziz décide de tout plaquer pour venir se réinstaller dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Il ne revient pas pour faire de la figuration, mais pour entreprendre dans le secteur de la fête, avec une mise de départ minime, 500 000 francs CFA. Ici, c'est permis d'essayer. Les budgets sont plus accessibles pour des gens qui veulent entreprendre. La même chose si tu veux essayer de le faire à Paris. Si tu n'as pas 20 ou 30 000 euros, c'est même pas la peine d'y penser. Quelques heures plus tôt, nous retrouvons Aziz en pleine réunion de préparation avec ses acolytes. J'aimerais vraiment qu'on fasse attention à tout ce qui est mineur. Pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un d'entre nous qui reste à la porte. Parce que les gars de la sécurité ou quoi, ils n'ont pas... Filtrer les entrées pour interdire l'accès aux mineurs, rien n'est laissé au hasard. C'est ensemble que ces jeunes d'une trentaine d'années ont conçu la Sunday. Aurore, Léo, Charles et Fessal. Tous ont eu envie de rentrer au pays, sur leur continent, l'Afrique. Ils sont ce qu'on appelle des REPAT. Il y a un moment où c'était super intéressant pour les études, pour le travail et tout ça de partir à Paris. Maintenant, franchement, moi j'y étais, moi je suis rentré parce que j'en pouvais plus en fait de cette vie-là, là, des petits espaces, de trucs, tout est compliqué, tout coûte cher, tout, tu vois. Et je vois tous mes potes que j'ai laissés là-bas. Quand je les regarde maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont dans une bulle. Tu vois, genre, où ton regard même est borné, en fait. La vie là-bas fait que tu vas pas rêver grand, tu vois. Tu vas pas rêver de monter un projet ou de quoi, tout ça là. Genre, le plus grand rêve qu'ils ont là-bas,
c'est d'avoir un CDI. C'est-à-dire... Aziz et ses amis n'ont pas voulu de cette vie étriquée. Ils sont loin d'être les seuls à avoir décidé de revenir au pays pour entreprendre. D'autres Ivoiriens ont fait le même choix, mais pour des raisons différentes. Sarah Koulibaly a vécu durant une dizaine d'années entre la Belgique et la France. Après ses études, elle lance un site de vêtements en ligne. Mais lorsqu'elle devient maman, c'est le grand chamboulement. Sa vie parisienne, à 200 à l'heure, lui laisse peu de temps pour s'occuper de sa famille. Elle décide alors de rentrer en Côte d'Ivoire pour bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Ses deux filles, fans de poupées, vont lui inspirer l'idée d'un nouveau business. Je prends l'exemple de cette poupée-là. Elle est très belle. J'ai toujours trouvé les femmes rousses très belles. Elle est très belle, hein. Mais elle a apporté un habit d'hiver. Elle a des bottes. Chez moi à Abidjan, il fait chaud. On n'a pas ça. Qu'est-ce qu'une petite fille peut penser d'elle-même en voyant ça? Est-ce qu'elle ne va pas avoir envie à 18 ans de se dépigmenter? Est-ce qu'elle ne va pas avoir envie, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il est important que l'enfant puisse avoir un bon ancrage dès le bas âge et qu'il puisse trouver sa poupée qui a des grands yeux, qui a un nez bien rond, qui a des rondeurs. Fabriquer des poupées qui ressemblent aux jeunes filles du continent, tel est le projet de Sarah. En 2017, elle lance depuis le domicile familial sa marque de poupées africaines, baptisée Naïma, du nom de sa fille. Bonjour, Mélissa, ça va? Oui, ça va super bien. Ce jour-là, elle reçoit la personne avec laquelle elle conçoit ses prototypes. J'ai bien aimé que tout soit léger, ils ont respecté tout ce qu'on a demandé. Donc après, en termes de comparaison, je pense que moi, j'ai regardé, tu me donneras ton avis, je pense qu'ils ont réussi. Oui. À reproduire. Oui, mais bon, le nez, ça va. C'est le nez qui n'est pas encore plus, qui n'était pas plus accentué que par rapport ici. Tu trouves que là, le nez est plus épais? Voilà, c'est un peu plus épais, ça fait plus, c'est plus creusé que là, mais bon, ça va. Au détail près, jusque dans la forme du nez, Sarah tient à donner à ses poupées toute leur africanité. Cet attachement à l'identité du continent s'est forgé pendant son séjour à l'étranger, à des milliers de kilomètres d'Abidjan. De toute façon, tu es étranger. Quand on te voit là-bas, on ne te demande pas comment tu t'appelles, on te demande tu viens d'où. Tu es arrivé quand? Ou donc c'est vraiment ça. Donc tu apprends à porter fièrement ton identité. Il y a deux façons de réagir. Il y a des personnes qui vont te dire peut-être qu'elles vont renier leur identité. Mais moi, Sarah, j'ai appris, j'ai compris que c'était ma force. Et je n'ai jamais été plus africaine que quand j'ai été en Europe. Dessinées ici, les poupées Naïma sont ensuite fabriquées dans des usines en Europe. Sarah a investi plus de 5 millions de francs CFA au démarrage du projet. Un démarrage laborieux, car après 14 ans passés en Europe, l'entrepreneuse découvre à Abidjan certaines lourdeurs administratives quand elle crée son entreprise. À l'étranger, par exemple, moi j'ai créé ma première société en 15 minutes sur Internet. Ici, il faut passer par des gens, ça coûte beaucoup plus cher, ça met beaucoup de temps et tout ça. Autant de contraintes qui auraient pu freiner Sarah Koulibaly. Mais c'était sans compter son envie de réussir. Aujourd'hui, elle vend près de 30 000 poupées par an. C'est dans son jardin que les commandes sont empaquetées. Les prix varient entre 12 000 à 25 000 francs CFA la poupée. L'entrepreneuse réalise un chiffre d'affaires annuel de 60 millions de francs CFA et ambitionne de créer la première marque de jouets ivoirienne. Si elle se montre confiante, c'est parce qu'elle est convaincue qu'il y a plus à faire et à gagner en Côte d'Ivoire qu'en Europe. C'était pas évident là-bas parce que là-bas tout est quasiment fait. Chez moi, il y a tout à faire. Et donc c'était beaucoup plus facile de venir proposer ici ces choses-là que le faire là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai plus facilement été un entrepreneur en série quand je me suis installée ici en Côte d'Ivoire. L'Afrique, c'est la terre de l'avenir. C'est la terre de toutes les opportunités. Une terre d'opportunités pour créer et implanter de nouveaux concepts. Poussée par cette conviction, cette ripate ne va pas s'arrêter là. Bienvenue chez Kids Concept. Ça va? Il y a quoi ici? Ça va? C'est le nombre de clients qu'on a eu aujourd'hui. Un salon de coiffure pour enfants pour le moins original.
Les voiturettes ont remplacé les sièges dans une ambiance digne d'un parc d'attractions. Sarah découvre ce concept aux États-Unis et décide de le lancer à Abidjan, quelques mois seulement après la création de sa marque de poupées. Là encore, les débuts n'ont pas été simples. Principal défi, recruter des coiffeuses qualifiées. Comment je l'ai recrutée? C'est par une amie. C'est une amie avec qui elle travaillait. Et elle est avec moi depuis le tout premier salon à Hongrie, qui, elle, changeait d'activité. Et c'est comme ça qu'elle est venue chez moi. Alors qu'en Occident, ce serait peut-être différent pour recruter. Ah oui, je serais différent. Je serais sortie, je les aurais prises à la sortie de l'école. Je me serais tournée vers une organisation de coiffeurs. Et c'est comme ça que je les aurais trouvées. Mais ici, c'est vraiment différent. C'est laborieux. Même. Les coiffeuses, toutes issues du secteur informel, ont dû être formées. Sarah Koulibaly a ouvert depuis 3 autres salons de ce type à Abidjan. Elle accueille près de 1000 clients par mois. Grand Bassam, à 40 km d'Abidjan. Dans cette villa, nous retrouvons un autre ripat confortablement installé au bord de sa piscine. Pierre Djemis, 60 ans, est né et a grandi en France. Une enfance paisible, une vie où de nombreuses possibilités s'offraient à lui. En France, la situation dans laquelle je vivais est une situation de petite bourgeoisie, hein, de parents hommes d'affaires en Afrique, donc avec des conditions, je dirais, plus que correctes, hein, avec des meilleures écoles de France. Je pouvais exercer une carrière professionnelle en France, je pouvais pas me chercher, mais me réaliser. Pourtant, alors que son destin aurait pu s'écrire à Paris, Pierre Djemis fait le choix de partir vivre en Côte d'Ivoire, la terre de ses ancêtres. Nous sommes en 1995. Il est alors âgé de 35 ans. Un choix mûrement réfléchi. Ses parents lui avaient toujours dit qu'un jour, il s'en irait en Afrique pour servir son pays d'origine. Pierre Djemis est avocat et lobbyiste. Son métier, attirer des investisseurs étrangers sur le sol ivoirien. Cette autoroute qu'il emprunte ce matin, comme des milliers d'automobilistes, n'est pas tout à fait comme les autres. Elle est le fruit de son travail. C'est une fierté pour moi. Une fierté en tant que Nzima, polonien de Bassam, en tant que Bassamois, en tant qu'Ivoirien, et en tant que, je dirais, lobbyiste, où mon cabinet est devenu vraiment un cabinet de mise en relation, d'intermédiation. Une fierté de voir que j'ai pu réaliser quelque chose, et que mes voyages en Chine, des rencontres avec des entreprises chinoises, ont abouti à ça. C'est son cabinet qui a mis en relation l'État de Côte d'Ivoire avec l'entreprise de construction chinoise. Résultat, plus de 17 km d'autoroute reliant Abidjan à Grand Bassam, 2 années de travaux, un projet au budget de 62 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, au siège de son cabinet au plateau, Pierre Djemis a rendez-vous avec un client. Il s'agit d'un entrepreneur qui souhaite bénéficier de conseils pour implanter sa société en Côte d'Ivoire. Vous avez bien raison. Bonjour monsieur Adé, très heureux. Nous avions échangé la dernière fois sur votre projet d'implantation de votre structure en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que je peux faire encore pour vous. Tout comme Pierre Djemis, ce client est un ripat. Son projet, sur le papier, semble un peu fou. Lancer sur le marché ivoirien une marque africaine de champagne. S'il consulte le cabinet de Pierre Djemis, c'est parce qu'il veut commettre le moins d'erreurs possible. Pour ce faire, il est prêt à payer le prix fort. 2,5 millions de francs CFA pour l'ouverture de son dossier et des forfaits de prestations allant de 1 à 20 millions. Je me sens à l'aise avec des clients qui comprennent d'une part qu'il faut, je dirais, se faire assister. Parce qu'ils ont vécu à l'étranger longtemps et que les réalités sont différentes, les partenaires qui travaillent sont différents. Même d'ailleurs, la pratique juridique aussi, comment négocier, comment signer, comment ça se passe en cas de conflit, c'est totalement différent qu'en France, ou en Italie ou en Espagne. Si on fait appel à lui, c'est parce que ce ripat, né dans la bourgeoisie française, a développé une expertise internationale, notamment auprès des investisseurs chinois. Nous le retrouvons dans le quartier de Marcory.
Pierre Jemis se rend dans une entreprise spécialisée dans la vente de machines agro-industrielles. Salutations en chinois. Ni hao, ni hao. Ni hao, ni hao. Ok, merci. Ni hao, bonjour. Monsieur Youbo, arrivé il y a 4 ans en Côte d'Ivoire, veut étendre son activité. Et c'est vers Pierre Jemis qu'il s'est tourné. Le cabinet PKD sera capable de vous accompagner pour trouver des niches avec des partenaires, soit institutionnels ou privés. Derrière les contrats gagnés, il y a aussi cette envie d'apporter sa pierre à l'édifice national, contribuer au développement agro-industriel du pays. Nous avons une entreprise qui nous propose du matériel de transformation, qui nous propose une expertise technologique et une formation pour que nous puissions transformer localement nos produits du manioc, nos produits de EVA, nos produits de palmier à huile, etc. Changement de décor, nous retrouvons Aziz à la Sunday. 2000 clients sont attendus. Chacun dépensera ce soir en moyenne 10 000 francs, soit un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA. Des revenus mensuels qu'Aziz et ses amis ne pouvaient pas espérer en Europe. Aujourd'hui, ils sont convaincus plus que jamais que le retour au pays était le bon choix. Qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui sont encore en France et qui ne sont pas encore... Yako, franchement les gars, Yako, on sent votre douleur, tenez bon, ça va aller. Derrière le sourire malicieux d'Aziz, la satisfaction d'être rentré au pays. Que ce soit dans la fête, les jouets, la coiffure pour enfants ou le lobbying, ces ripates sont persuadés d'avoir fait le bon choix. Le choix de retrouver leurs origines, mais aussi un terrain propice à leurs ambitions d'entrepreneurs. Ils ne sont pas seuls, 70% des membres de la diaspora africaine envisagent de rentrer travailler un jour sur le continent. À présent sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, nous accueillons Linda Finkwasi, fondatrice de Kaizen et Repat, Rufina Richer, consultante en gestion de relations clients et Repat elle aussi, et Chams Diagne, directeur général du cabinet Talent to Africa. Bonsoir et merci d'être là. On le dit tout de suite à la fin du reportage. 70% des membres de la diaspora envisagent de rentrer sur le continent pour travailler. Pourquoi est-ce que l'Afrique fait rêver aujourd'hui? Parce que l'Afrique est devenue très attractive et elle attire d'abord ses filles et ses fils qui sont à l'étranger et qui voient une croissance unique au monde et qui forcément leur donne envie de venir écrire une partie de cette nouvelle page du continent. Oui, alors est-ce que vous êtes d'accord, Linda, que lorsqu'on est en Occident et qu'on voit l'Afrique, l'Afrique fait rêver? Absolument. Oui, pourquoi? Absolument, pour cette chaleur, pour cette croissance économique, pour cette familiarité qu'on a et surtout la capacité de pouvoir créer. À l'époque, on avait l'habitude de voir plutôt des Africains qui voulaient s'expatrier, aller vivre et travailler en Europe, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Il n'y a qu'à suivre les chiffres, hein, les statistiques le disent bien. 7 Africains de la diaspora sur 10 veulent rentrer. Ouais. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une attractivité en fait, sur le continent, que les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, hein, africains résidant en dehors du continent, réalisent de plus en plus. Ils ont des exemples d'amis, de familles qui ont fait ce choix-là et qui le suivent. Et ils voient des parcours vraiment extraordinaires en quelques années. Voilà. Alors, moi j'ai une petite question. Quand on a à l'extérieur, on voit qu'il y a un dynamisme, envie de rentrer. Mais est-ce que quand on arrive sur le continent Rufina, on a le sentiment que ceux qui sont sur place, ils se rendent compte des opportunités? Est-ce qu'on a le même sentiment quand on arrive? Non, je pense que ceux qui sont sur place ne le réalisent pas. Ouais. C'est peut-être pas le cas pour tous ceux qui sont sur place, mais il y a une grande majorité qui ne réalisent pas le potentiel qu'il y a en Afrique. D'autres chiffres, 56% des membres de la diaspora privilégient un retour dans leur pays d'origine, 15% seulement sont ouverts à des opportunités sur tout le continent. D'après vous, comment est-ce que vous l'expliquez? C'est un rapport affectif? C'est quoi? Je pense qu'il y a bien évidemment le rapport affectif parce que pour ceux qui sont nés en Europe, qui ont grandi là-bas,
ils ont toujours entendu leurs parents parler de l'Afrique, de la chaleur, de la vie en Afrique. Donc il y a forcément ce rapport affectif. Mais au-delà de ce rapport affectif, il y a aussi les opportunités. Parce qu'il y a beaucoup moins d'opportunités aujourd'hui en Occident, aussi bien pour les Occidentaux que pour les étrangers. Donc forcément, à un moment donné, on a envie de rentrer chez nous. Pour ces deux points-là. Donc on analyse. Alors, vous, dans votre cas, vous êtes quand même né en Europe, en France, j'imagine. Vous avez grandi au Togo, vous êtes originellement de nationalité togolaise, et vous retournez étudier en France, et vous revenez, mais cette fois-ci, en Côte d'Ivoire. Oui. Dans ce cas, c'est quoi qui vous motive? Les opportunités Alors, les opportunités, bien évidemment, mais je pense que quand on a grandi en Europe, on est souvent confronté à plusieurs cultures. Oui, on a une perspective africaine. Voilà, on a une perspective africaine. Ouais. On ne se cloisonne pas uniquement à son pays d'origine, parce qu'on a côtoyé des Ivoiriens, on a côtoyé des Congolais, on a côtoyé des personnes de différents pays africains. Et quand on a vraiment envie de rentrer, on voit les opportunités là où elles sont. On peut commencer par un autre pays et par la suite développer notre pays d'origine. Inspirant. On remarque, Chams, qu'il y a 62% comme des membres de la diaspora qui rentrent non pour trouver un emploi, pas pour faire de la figuration, mais pour monter un business. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette envie de prendre des risques? Je pense que c'est parce que tout est à faire. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, en Occident, presque tout est déjà fait. Ne serait-ce que quand vous regardez l'environnement des startups en Europe, on est dans une logique de créer des choses pour améliorer l'existant. Or, chez nous, on crée parce qu'il y a un besoin concret, presque de vie ou de mort, des fois. Mais c'est quand même différent. Oui, c'est différent, Linda, de se dire que je peux avoir un bon emploi avec un bon travail, mais 62%, donc la majeure partie, veulent prendre des risques, c'est-à-dire jouer leurs économies, s'exposer. Comment ça se passe quand on revient et qu'on se dit qu'on vient investir? Je pense que c'est un rêve, parce que quand on est déjà en Europe ou en Occident, et qu'on a un poste, on rêve. Parce qu'on sait qu'on ne va jamais dépasser un certain seuil dans l'entreprise pour laquelle on travaille, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité telle qu'elle est en Europe. Et on rêve. On voit chez soi, on voit le développement, on voit ce qui existe en Occident et on a envie de partager cela. On acquiert une certaine expérience qui maintenant crée une urgence en nous de pouvoir partager et créer ces opportunités chez nous. Finalement, on s'expose. On s'expose. On a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Dans votre cas, qu'est-ce que vous avez eu envie de faire en Afrique? Est-ce que le projet que vous aviez initialement, c'est ce que vous avez effectivement mis en place? Absolument. Alors, expliquez-nous. Absolument. Moi, je fais du renforcement des capacités, donc de la formation. Nous faisons également du coaching. Et j'œuvre également dans tout ce qui est responsabilité sociétale, donc le développement de l'environnement, des personnes et des entreprises. Le marché n'est pas encore saturé. Est-ce que vous avez de la place? Vous arrivez à vous en sortir avec ça? Il y a de la place pour tout le monde. Okay. Quand vous arrivez, comment ça se passe? Elle vient pour monter une affaire, vous venez pour travailler, vous avez une opportunité d'affaires. On a envie d'en savoir un peu plus sur votre expérience. D'accord. Mais écoutez, moi, comme je disais, j'ai été déposée par Chams pour travailler donc, dans son cabinet. Je pense que quand on arrive et qu'on a tellement envie de rentrer, des fois les opportunités ne correspondent pas forcément à ce qu'on cherche. Mais on vient quand même. Voilà, on vient quand même. Moi, ça a été le cas avec Chams. Et puis, bon, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Cette volonté était là. Donc, à un moment donné, c'était nécessaire pour moi de m'envoler et d'entreprendre aussi ce que j'avais envie de faire. Alors, à partir de maintenant, vous faites quoi? Vous retournez, vous restez? C'est quoi les perspectives pour vous maintenant? Alors moi, c'est hors de question que je retourne. Très bien, on reste en Afrique. Je reste. Alors, il y a quand même une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que les répats sont vraiment demandés par les marchés, par les entreprises et dans quel secteur en premier? La demande est de plus en plus forte. Pourquoi? Parce que on observe une africanisation des comités de direction des grandes entreprises dans nos pays, notamment les filiales de multinationales présentes un peu partout sur le continent, qui ont tendance à faire venir des talents de la diaspora, mais aussi il y a de très bons talents locaux. Je veux dire, c'est une combinaison des deux, attention, on n'est pas en train de dire l'un contre l'autre, mais de plus en plus de managers africains se retrouvent assis autour du board, en fait, du comité de direction de ces grandes structures-là. Parce que
On sent que c'est important pour ces entreprises-là d'avoir un management qui ressemble aux salariés qui sont dirigés, des gens qui comprennent bien les codes, qui arrivent à les décoder, qui culturellement fit bien avec ceux du pays localement. Et donc, d'un autre côté, les expatriés occidentaux, entre guillemets, sont en voie de disparition. C'est-à-dire que de nouveaux contrats sont mis en place, mais ce ne sont plus les contrats d'expatriation tels qu'on les connaissait à l'époque. La donne est en train de changer. Alors, expliquez-nous bien. Les données sont en train de changer, c'est-à-dire que les contrats, ce ne sont plus des contrats d'expatriation, mais c'est des personnes qu'on prend d'un pays du continent vers un autre pays du continent. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez dire? C'est une option, c'est une des options. Et l'autre option? Ça arrive, et l'autre option, ce sont des talents de la diaspora qui viennent pour occuper des postes. Alors, dans votre cas, vous recrutez davantage de personnes qui vont au sommet, dans le C-level, au niveau exécutif. C'est bien ça? On a commencé par ça. OK. On a commencé par ça, mais aujourd'hui, on considère qu'on adresse en fait la population cadre. Et les cadres, en fait, vous avez des cadres, donc des entry-level, comme on dit, les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Vous avez des cadres confirmés, comme vous avez des cadres supérieurs de très haut niveau. Les secteurs les plus demandés? Aujourd'hui, les fonctions transversales sont très demandées. Contrôle de gestion, direction financière, RH, etc. Parce que ces structures-là, les multinationales, veulent justement avoir des interlocuteurs qui soient en mesure de pouvoir gérer un certain nombre de choses, faire des reportings comme il se doit, de manière à gérer une certaine forme de transparence dans la gestion de ces structures. Alors, c'est noté. On est d'accord que la question qu'on a envie de vous poser, c'est vrai, ce n'est pas un long fleuve facile, mais est-ce que vous encourageriez aujourd'hui d'autres qui sont encore en Europe à rentrer? Oui. Ou alors on se dit, écoutez, on a notre chasse gardée, que personne ne vienne. C'est quoi Non, absolument, parce que il n'y a rien de plus beau, moi je trouve, que d'avoir, de désirer quelque chose, de saisir une opportunité, de voir qu'on est réellement en train de changer le paradigme, changer le contexte dans lequel on évolue et de voir qu'on contribue à l'essor économique de chez soi. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau de convertir une idée, un rêve en quelque chose de tangible. Donc oui, je contacte souvent quelques amis à moi. Et je les encouragez? Oui, je les encourage et je leur dis que bon, le business est ici. Le business est ici, c'est maintenant. Pas, on se dit que c'est le futur, mais ce n'est pas le futur, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Ouais. Vous connaissez quand même des répates qui viennent et qui se disent oh, j'en peux plus, je retourne. Qui essaie, qui se casse la tête et qui retourne? J'ai failli être une de ces répates. Oui, j'en connais. Et j'avoue qu'il faut vraiment une bonne cellule d'accompagnement. Il faut de la famille, il faut des personnes autour de nous. Ouais. Donc, comme on en parlait tout à l'heure avec Rufina, c'est important d'avoir un bon écosystème. Vous avez ce genre d'expérience de personnes qui viennent, qui se cassent la tête, la figure et qui retournent? Oui, oui. Ouais, ça existe. Ça existe. Ça existe malheureusement. On n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Alors dites-nous rapidement, ils sont bien payés les répates qui reviennent en général? Donc ça c'est un des principaux sujets, disons, qui pose problème quand on veut faire venir des talents de la diaspora. Parce que bien souvent, ils sont inflexibles par rapport à cette partie donc, de la négociation, le salaire. C'est une négociation, je le regarde parce que vous regardez. Regardez-moi et moi je peux regarder comme Rufina, voilà. Ce n'est pas évident parce que malheureusement, les niveaux de salaire ne peuvent pas être les mêmes. En revanche, les perspectives d'évolution n'ont rien à voir. Tout à l'heure, Linda en parlait, il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre dans leur pays de résidence. C'est une réalité. Certains réussissent, tant mieux, mais pour l'instant, comme disait Feu Pape Diouf, paix à son âme, il considérait à l'époque qu'il était président de l'OM, qu'il était encore, comment il disait ça? Je suis une anomalie. C'est ce qu'il disait. Alors, on a eu quand même Aziz qui nous disait tout à l'heure que la plupart en France d'où il vient, ils ont un rêve, un grand rêve en fait, c'est d'avoir un CDI. Est-ce que vous constatez cette pensée étriquée là-bas en Europe? Je dirais non. Je pense que vraiment, ça dépend de tout un chacun. Je dirais non, pas vraiment.
Je vous propose maintenant de découvrir le top 5 des secteurs d'activité plébiscités par les RIPAT. 17% secteur du conseil, 16% communication et marketing, 15% finance, 9% TIC, comprenez technologie de l'information et de la communication. La RIPAT que nous allons vous présenter maintenant n'a pas choisi un métier figurant à ce palmarès. Awa Sylla Somaro travaille dans la santé. Elle dirige les soins infirmiers et obstétricaux de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Nous l'avons suivi dans son quotidien au contact des soignants et des patients en pleine crise de Covid-19, rentrés pour soigner. Un reportage de Marc Kouo, Thomas Diego-Badia et Niki Kwame. Tu vois, par exemple, là, c'est un enfant de 7 mois. La fièvre est très grave chez un enfant. Tout de suite, ce qu'il y a à faire, c'est recontrôler la température, s'assurer que le paracétamol a été efficace et 2, qu'on active, on appelle les collègues du labo pour avoir rapidement le résultat, pour que le médecin puisse mettre le traitement rapidement en place. Ouattara, bon courage. Bon après-midi. Chaque jour, sa voix retentit dans ses couloirs. Allez, hop. Là, on va aller en soins. Awa Sylla Somaro, 41 ans, est infirmière de formation. Elle dirige les soins infirmiers et obstétricaux de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Awa est née en Côte d'Ivoire. Pourtant, son parcours a débuté à des milliers de kilomètres d'ici. 24 années passées en France pour ses études et le début de sa carrière dans le monde médical. Bonjour messieurs, dames. Vous allez bien? Vous êtes sages? Vous êtes prêts? Aujourd'hui, elle est de retour au pays natal, face à l'une des plus grandes pandémies de l'histoire. Le Covid, qui est une pandémie, on le sait tous, est grave. Les soignants ont une part à jouer, une grande part à jouer. Allez-y, les prochaines, vous pouvez venir. Pas une journée ne commence sans qu'Awa s'assure que ses équipes appliquent les gestes barrières. Parfait, on tire juste en bas, sans toucher. Super. Maintenant, vous êtes apte. Première étape, désormais obligatoire pour toute personne de passage à l'hôpital Mère-Enfant, se soumettre à un questionnaire et un protocole strict avant d'entrer dans l'établissement. Awa est au cœur de ce dispositif. C'est bon. C'est juste pour contrôler la température, hein, maman? Oh, c'est bien, il n'y a pas de fièvre. S'il y a des signes évocateurs suspicieux, on préfère toujours les garder. Hein. On fait la continuité des soins malgré tout, mais on l'isole en zone voilà, d'isolement. On appelle l'INHP pour leur faire part de ce cas, de cette suspicion de Covid-19 que nous avons dans l'enceinte. L'hôpital n'accueille pas de malades du Covid-19, mais isole les cas suspects en attendant l'arrivée de l'INHP. L'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, en charge de réaliser les tests de Covid-19 sur les patients présentant les symptômes. Nous sommes en guerre, mais il faut faire la guerre de façon intelligente, de façon empathique, encore une fois, de façon collégiale, avec tout le monde. Gonçalves, t'es isolé? Eh ben dis donc. Voici la zone d'isolement prévue pour les patients suspects. Non, cet homme n'est pas un nouveau cas de Covid-19. Il s'agit ici d'une simulation afin de détecter d'éventuelles failles. Donc on y va. Bien entendu, dans cette zone, tout le monde sera habillé comme ça. Hein? Partout dans le monde, les soignants sont au cœur de la pandémie. Awa le sait, ce métier nécessite un sang-froid à toute épreuve, encore plus en cas de crise majeure. On appréhende calmement, doucement, on met les choses en place. On identifie le personnel, on forme le personnel, on les accompagne à ce qu'en cas de rush, on soit armé. Cette force tranquille ne vient pas de nulle part. Awa l'a acquise au cours de sa formation d'infirmière à Blois, en France. Aujourd'hui, elle essaie de la transmettre à ses équipes. Elle nous apporte sa rigueur, la façon de travailler qui est vraiment différente de la nôtre. On a l'habitude de travailler avec un peu plus de légèreté, alors qu'avec elle,
on apprend à travailler avec un peu plus de sérieux. Mais le dialogue n'est pas toujours évident. Allô à l'huile. Mais décidément, tout le monde est fatigué. Mesdames, action, réaction, c'est lent. C'est lent, hein. Quand on aura de vrais suspects, je ne sais pas si on fera comme ça, hein. Revenir au pays natal, c'est loin d'être un long fleuve tranquille pour les ripates comme Awa, avec la sensation étrange parfois de ne pas trouver sa place. C'est bon. Trouver sa place, s'intégrer, le défi principal pour la soignante franco-ivoirienne. 2 nationalités, 2 cultures, et parfois dans les moments critiques, ce sont ces racines qui prennent le dessus. Coucou ma chérie. Mais oui, hein, on vient t'embêter. Mais c'est pour ton bien. Cette petite fille née il y a 6 jours seulement est atteinte de la maladie de Hirschsprung, une anomalie qui l'empêche d'évacuer ses selles naturellement. C'est fini ma poupée. Les soins se déroulent sous les yeux inquiets de la maman. Mariam ne parle pas français et semble complètement perdue devant la maladie de sa fille. Mais il est marala tendron. Nakmana et vient. Voilà. Pour la rassurer, Awa puise dans ses origines malinké, une ethnie du nord de la Côte d'Ivoire dont elle connaît le dialecte. La française laisse alors place à l'ivoirienne. Voilà, va bifler. Abam sol le roba là. Parce que abanyeba là, mon gouvernement les veut occuper là, la tille là. Et qu'il n'y a pas fait avec la calmer. Maman est là. Ça y est, c'est fini ma puce, t'as vu? En plus du dioula, dialecte malinké, Awa parle aussi le noshi, l'argot ivoirien. Grâce à ses racines, elle arrive à établir un lien fort avec les familles des patients. C'est indispensable, on ne peut pas se permettre de soigner cet enfant ou quelque enfant qui soit enfin ici sans le concours de papa ou de maman. En l'occurrence, maman est là, on la sent anxieuse. Elle m'a expliqué que la petite est son 5e enfant. Les autres n'ont pas... Des fois, là, au problème, les autres n'ont pas eu de problème de santé. Et puis de voir... Et puis, culturellement, ça ne se voit pas des selles qu'on évacue dans une poche. Elle ne comprend pas, la maman. Son cheval de bataille, réduire la mortalité infantile. En Côte d'Ivoire, selon un rapport de l'UNICEF en 2016, un bébé sur 27 meurt au cours du 1er mois. Coucou madame, ça va? Ça va. C'est le départ? Oui, bientôt. Super, ben dis donc, il ouvre bien les yeux aujourd'hui, hein? Tous les deux. Le petit Eddie Raphaël lui va bien. Il est né il y a 2 jours et sort de l'hôpital ce matin avec ses parents. Ah oui, là, je crois qu'il... Voir une maman toute heureuse de rentrer à la maison avec son petit en pleine santé. C'est possible en Afrique. Voilà l'exemple. J'ai bien fait et pour rien au monde, je ne ferai marche arrière. Moi, je n'ai plus rien à voir. Il est dans son kangourou. Awa a intégré l'hôpital mère-enfant en 2019, recrutée par la fondatrice de l'établissement en personne, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est dire l'importance de sa mission et la pression qui l'accompagne au quotidien. Comment ça va? Bien. Donc les chirurgiens sont en train de s'apprêter et après on va appeler le brancardier, on vous accompagnera au bloc. Amenant 25 ans, va se faire retirer des fibromes, des tumeurs bénignes situées au niveau de la paroi de l'utérus qui pourraient l'empêcher de tomber enceinte. Une opération délicate. Allez, on y va, mamie. C'est parti. Faut pas avoir peur, d'accord? On y va. Ah. Dans les gestes, mais aussi dans les mots, Awa est là pour accompagner les patients et encourager les soignants. Elle a un chéri qui est adorable, c'est vraiment les Valentins de l'hospitalisation et elle a des myomes. Donc on vous souhaite bon courage vraiment pour cette intervention et pour l'équipe d'anesthésie et pour vous également parce qu'on veut voir le bébé de la princesse. Ces instants de tension avant une opération, elle les connaît bien, que ce soit dans la peau du soignant ou du patient. Il y a 5 ans, un accident sur la route d'Assini place Awa entre la vie et la mort. Elle est évacuée pour être soignée en France. Depuis cet accident, elle s'est fixé un objectif. Coucou les filles. Contribuer chaque jour
à l'amélioration des soins dans son pays natal. Cet après-midi, avec M. Diop, le directeur général, elle évalue le travail de certains membres du personnel. Objectif, s'assurer de leur efficacité. Awa manage au quotidien une équipe de 348 personnes. Notre supérieur vous a mis 3 sur 4. Donc c'est bien, mais nous voulons que vous ayez des 4 partout. Ici, on vise l'excellence pour tout le monde. Le vrai enjeu, c'est d'arriver à faire un ensemble qualitatif, hautement qualitatif. Et forcément, on a besoin de collaborateurs qualitatifs. Et Awa, par son expérience, par son énergie, sa capacité à comprendre les problèmes, elle participe à construire quelque chose de qualitatif. Merci beaucoup, Awa. Merci à toi, Achim. Et on se revoit au CODIR. Oui, le prochain CODIR. Ça marche. Parce qu'en ce moment, on a la cellule de crise tous les jours. De la gestion des équipes à la gestion de la pandémie du Covid-19, Awa est au cœur du fonctionnement de l'hôpital. Femme de soins, mais aussi femme de poigne quand il s'agit de prendre des décisions. Comme lors de cette cellule de crise, en présence de tous les membres du comité de direction de l'hôpital. Les 20 personnes qui ont été formées, on était aussi sur le terrain avec eux. On a pu constater quelques imperfections, mais qui peuvent vite se corriger si on en parle. Comme le DG nous l'a rappelé encore à la réunion de lundi, qu'on ne puisse pas prendre d'initiatives isolées, mais de façon collective. La nuit est tombée sur Abidjan. Chez elle, la directrice des soins quitte enfin sa blouse. Oui, c'est bon, Yaya, c'est ouvert. C'est ouvert. Coucou, ma chérie. Ça va, mon chéri? Oui. Namasté, hein? Voilà, c'est comme on vit là, vraiment. C'est compliqué, hein, Yaya? Ah non, c'est très compliqué, ma chérie. Celui dont elle va s'occuper maintenant, c'est son grand frère. Yaya lui rend visite ce soir. Ah, je voulais dire à tout le monde que je pensais à vous malgré mon silence. Je ne suis pas très réseaux sociaux, c'est peut-être une question. Lui aussi est un ripat. Yaya a vécu 40 ans en France. Encouragé par sa sœur, il est rentré au pays 2 ans après Awa. Dans la maison de la soignante, des photos de famille. Son mari, qui l'a toujours soutenu dans ses choix, des frères et des sœurs qui, eux, vivent en France, en Auvergne, là où toute la famille s'est installée il y a des dizaines d'années. Ah, mais non! Malgré la distance, le lien n'est jamais rompu. Ça va? Mais il y a tout le monde. Coucou, c'est Naya. À l'autre bout du fil, Hicham, le neveu d'Awa. En classe de terminale, il veut marcher sur les traces de Tanti. Intégrer une école d'infirmiers et peut-être un jour partir travailler en Afrique, le continent de ses origines. Il faut surtout que tu le fasses parce que toi, tu as envie. C'est ma tata, donc forcément, je voulais voir ce qu'elle faisait. Et puis, le fait d'avoir vu l'hôpital, tout ça, ça m'a aidé dans mon choix de devenir infirmier. Au début, la famille d'Awa était réticente à son retour au pays. Aujourd'hui, tous la soutiennent. Le temps et les circonstances lui ont donné raison. Le contexte actuel même nous prouve que le retour de toutes les personnes qui ont travaillé dans le métier, en tout cas dans le secteur médical, ont leur place ici aujourd'hui plus que jamais. Plus que jamais, le coronavirus est en train de nous donner des leçons. On dit certains de nos compatriotes repartent en Europe en disant on n'aura peut-être pas les soins nécessaires sur le continent. Donc nous allons retourner en Europe qui va nous offrir les infrastructures, qui va nous offrir les soins adaptés à cette problématique-là. Alors si nos frères, nos confrères, nos sœurs, toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont une réelle expertise, faisaient cette démarche aujourd'hui de venir en Afrique, je pense que la migration, on va appeler ça la migration médicale, ne suffirait pas dans ce sens-là aujourd'hui, de dire on va aller trouver en Europe les compétences, les ressources nécessaires pour nous soigner. Un appel au retour qui sonne comme un cri du cœur en ces temps de crise. Rentrer pour soigner, plus qu'un choix de vie, un acte patriotique. Nous sommes de retour sur ce plateau et j'ai envie de me tourner vers vous tout de suite. Rufina, qu'est-ce qui vous aura marqué dans ce reportage, ce parcours d'Awa Sylla Soumaoro? Écoutez, c'est vraiment sa générosité. Ouais. Ouais.
C'est ce qui me touche le plus et sa détermination parce qu'on a besoin de professionnels de la santé sur le continent. Et beaucoup de répates qui rentrent ne sont pas forcément dans le secteur de la santé. Et aujourd'hui, quand on voit des exemples comme Madame Awa, moi je suis admirative. Linda, qu'est-ce que vous diriez sur, comment vous décririez son caractère? Très rigoureuse, rigoureuse et déterminée. Et ça fait plaisir. Oui. Alors, de manière générale, justement, quand on reçoit un répat, on s'attend à avoir quel caractère, quelle attitude professionnelle de travail de la part de ce répat en général quand il rentre pour travailler? Ça a été dit, je pense que c'est la rigueur avant tout. Je pense que la rigueur, c'est quelque chose qui est très recherché, notamment par rapport à cette catégorie-là d'Africains, parce que c'est quelque chose qu'ils ont appris ailleurs. C'est-à-dire, nous qui sommes nés, qui avons grandi sur le continent, on a mûri dans ces pays-là, dans ces marchés-là. C'est là qu'on a démarré notre carrière. Et donc, à partir du moment où on a démarré notre carrière dans un environnement qui a exigé un certain niveau de rigueur, travailler sous une certaine pression, quelque part, ce sont des habitudes qu'on acquiert et qui peuvent aujourd'hui aider. Alors, aujourd'hui, on a vu Awa, Force Tranquille, qu'elle a construite dans sa formation à Blois, son expérience d'infirmière en France. Aujourd'hui, elle essaie de transmettre tout ça à ses équipes. Est-ce que c'est ça aujourd'hui un répat? Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui a appris et qui décide de donner en retour? Est-ce que c'est ça? C'est exactement cela. Parce qu'on apprend, on acquiert, comme on le disait tout à l'heure, une certaine expérience. Et c'est cette valeur-là qu'on ramène chez nous. C'est cette expérience, c'est cette connaissance qu'on veut partager. Et c'est dans cet élan de partage qu'on vient et qu'on crée toutes ces entreprises qu'on est en train de créer pour enfin réellement améliorer ce qu'on a qui existe déjà et avoir des talents perfectionnés qui pourraient véritablement suivre cette dynamique pour qu'on puisse aller de l'avant et continuer de grandir. On le voit, le dialogue n'est pas toujours évident avec les équipes et certains répat nous ont dit « En France, je suis la noire et en Côte d'Ivoire, je suis la blanche ». Est-ce que c'est aussi votre sentiment quand vous vous retrouvez entre deux mondes? Mais écoutez, moi, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie, donc je pense qu'à un moment donné, le plus important, c'est comment on se sent. Il faut accepter à un moment donné qu'on est devenu hybride. Parce qu'on a une double culture, c'est une richesse, il faut le considérer comme une richesse. Et à partir du moment où on l'a accepté, on a cette capacité à s'adapter un peu partout. Vous avez vécu quoi, par exemple, concrètement, dans votre cas? Ici, on me dit souvent, tu ne ressembles pas à une Africaine. Et je réponds, mais je pense que je suis plus africaine que vous. Parce que mes parents ne sont pas d'un seul pays. Ma mère est moitié ghanéenne, moitié togolaise. Mon père est moitié malien, moitié français. Donc je suis panafricaine. Voilà. Alors c'est intéressant à entendre, il faut à chaque fois se redéfinir, s'expliquer. Vous avez vécu ça aussi? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non, pas vraiment. Ok, d'accord, ça rassure de l'entendre. Donc il faut à chaque fois réexpliquer, à chaque fois, que ce soit là-bas ou ici, d'où on vient, ses origines et tout ça. Oui, voilà, après ça dépend de tout un chacun, comment on le vit. Moi, je le vis très bien. Vous le vivez très bien, ça vous blesse pas? Voilà, ça me blesse pas. Ouais. Parce que je prends ça comme une forme de curiosité. Vous êtes une personne multiculturelle. Voilà. Alors concrètement, Chams Diagne, comment trouver sa place quand on est répat? Alors, c'est une vaste question, un vaste sujet plutôt. Je pense que, on parlait tout à l'heure d'humilité. Je pense que l'humilité, c'est très important. Parce qu'il ne faut absolument pas arriver et penser qu'on est le sauveur sous prétexte qu'on a vécu quelques années à l'étranger, qu'on sait tout mieux que tout le monde, etc. On arrive, il y a un contexte, il y a une situation, il faut prendre le temps. Ça joue des tours. Hein, non, clairement. Il faut prendre le temps de bien comprendre son environnement et de trouver sa place progressivement, mais tout en gardant quand même toute l'expérience qu'on a pu acquérir ailleurs, qui peut être utile localement. Ce qui est intéressant finalement, c'est une combinaison des deux. Mais ce n'est pas l'un au-dessus de l'autre. Est-ce que vous avez senti depuis là-bas une forme d'incitation au retour? Est-ce qu'il y a une forme d'incitation d'abord au retour et une forme d'encadrement sur le plan institutionnel? Malheureusement, non. Il n'y a aucun des deux. Comme je le disais tout à l'heure, il faut se créer son écosystème. Dans mon cas particulièrement, j'ai beaucoup utilisé ma famille, mais il n'y a pas réellement d'encadrement, il n'y a pas d'incitation. Et c'est vraiment
un sujet sur lequel on devrait travailler un peu plus. Surtout que c'est merveilleux de pouvoir amener toutes ces richesses et tous ces talents en Afrique. Voilà, il y a un passage quand même émouvant dans ce reportage. On a vu Awa qui puise dans ses racines malinquées, qui est une ethnie, pour ceux qui ne le sauraient pas, du nord de la Côte d'Ivoire. Et elle connaît donc ce dialecte. Et c'est une séquence qui, d'après vous, elle est importante. Est-ce que c'est important de puiser dans ses racines quand on rentre? Complètement. Complètement. Je pense que c'est une richesse de pouvoir communiquer et on le voit. Je pense que si elle n'avait pas cette capacité ou si elle n'avait pas eu cette curiosité ou ses parents ne l'avaient pas accompagnée finalement à apprendre ses langues d'origine, elle n'aurait pas cette facilité finalement ou elle n'aurait pas cette possibilité de personnaliser finalement son travail ou son approche de ses équipes aussi bien que des patients. Alors, on a vu aussi tout à l'heure le grand frère de Awa qui disait ceci: il faut que les soignants rentrent au pays, il est temps. Vous partagez cette conviction? La partagez-vous aussi? Oui, c'est important. Ouais. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a besoin à tous les niveaux, dans toutes les parties du pays, qu'on relève le niveau des soins. Donc, la situation sanitaire nous interpelle sur l'urgence. Il faut peut-être qu'on parle à nos frères et sœurs de la diaspora pour leur dire que les soignants, on en a besoin. C'est important. Il faut leur passer le message peut-être. Aujourd'hui, si on vous demande de regarder sur le continent, les secteurs qui aujourd'hui ont plus que jamais besoin de répat, ce serait quel secteur? Alors, je dirais les secteurs, disons, je pense plus aux métiers techniques en fait, qui manquent énormément, cruellement chez nous, malheureusement, parce que les salaires sont beaucoup plus attractifs ailleurs, donc malheureusement les jeunes, on vient même les chercher pour les emmener dans d'autres marchés. Évidemment, et là je pense que ça va... Technique, ça veut dire quoi? Technique, c'est tout ce qui est ingénieur, développeur, enfin tout ce qui contribue à la transformation digitale. Est-ce qu'il y a une demande ici? Il y a une très forte demande, bien sûr. Il y a une très forte demande et ça ne fait que commencer. D'autres métiers? Au début. Vous avez les métiers liés à tout ce qui est infrastructure, les infrastructures, parce que comme vous le voyez, il y a de plus en plus de projets dans le format PPP que nos gouvernements négocient et mettent en place. Et il faut des gens, des hommes et des femmes qui viennent travailler sur ces projets-là, de manière générale. Des experts en passation de marché, je suis sûr. Oui, et puis travailler sur les projets en eux-mêmes. On a vu tout à l'heure l'exemple de l'autoroute, voilà, qui est quand même un exemple concret et de plus en plus régulier dans nos différents pays. La demande est de plus en plus forte, c'est ça? La demande est très très forte. D'ingénieurs, de gens spécialisés en génie civil, en BTP. Enfin... Alors, il est clair que vous comprenez qu'il y a du travail sur le continent, donc n'hésitez pas à chercher, il y a des opportunités. On va finir avec vous. Vous allez vous adresser peut-être à la diaspora. 1,2 million de personnes appartiennent à la diaspora ivoirienne de par le monde. Quel message souhaiteriez-vous aujourd'hui adresser à ces personnes? Linda? Qu'il est important de revenir, de rentrer et de mettre à profit son expérience acquise chez soi. Et ça marche? Ça marche. On gagne de l'argent? On gagne surtout en richesse, humaine. Ok, c'est en richesse. On garde le mot richesse. Rufina, quel message vous passeriez à la diaspora pour les inciter à revenir? Est-ce que vous pensez qu'il faut leur passer un message de retour sur leur terre? Moi, je vais rejoindre Linda. Il faut rentrer. Voilà, c'est important de rentrer. Je pense que c'est déterminant pour l'Afrique que chacun rentre. On parle beaucoup de top management, d'ingénieurs, des métiers de la santé, mais il y a tous les autres métiers aussi, l'artisanat, des pâtissiers, des boulangers. Tous ces métiers-là vont contribuer à l'essor de l'Afrique. Donc ce n'est pas uniquement le top management qui doit rentrer ou les ingénieurs, mais tout le monde doit rentrer. Est-ce que vous pensez fondamentalement que c'est la terre de l'avenir? Oui, j'en suis fondamentalement. C'est le continent le plus jeune de toutes les façons. En tout cas, je vous dirais merci, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci, ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Elephant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de
Made in Africa. N'oubliez pas, veillez sur vous, évitez les déplacements lorsque ce n'est pas nécessaire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI1.